C'est presque à la surprise générale que le chef de l'État togolais a pris vendredi une batterie de mesures pour limiter les dégâts de la tendance inflationniste amorcée depuis la crise sanitaire du coronavirus, tendance aggravée avec la crise Russie-Ukraine. Pour en savoir davantage sur ces mesures et surtout leur applicabilité immédiate, nous recevons pour vous cette semaine le ministre togolais de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Akoda Ayiwadan, qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Bokor. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Les téléspectateurs participent également à ce forum via WhatsApp. Ils nous écrivent, ils nous apportent leur contribution au plus 228 96 46 10 31. Que vous inspirent ces nouvelles mesures contre la vie chère au Togo? Êtes-vous rassuré par les annonces du chef de l'État? Comment, selon vous, le gouvernement peut-il aider efficacement à faire face à l'inflation? Quelle est la situation de l'inflation dans votre pays si vous êtes en dehors du Togo? Votre participation est attendue via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. Nous attendons vos contributions écrites. Monsieur le ministre, pourquoi les différentes mesures décidées pour, dites-vous, renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix portent plutôt le sceau du président de la République lui-même et non du gouvernement? Il a dit: je décide de ces mesures qui sont d'application immédiate. Le mot est quelque peu haïssable parfois. Non, je suis un peu surpris par votre question. Il me semble qu'au regard de l'ampleur des mesures qui ont été prises, 10 mesures sur le vif, au regard également de la portée qui est donnée à ces mesures, le rayon, c'est-à-dire tous les Togolais sont concernés aujourd'hui par les mesures prises par le chef de l'État. Il me semble que la personne la mieux indiquée pour pouvoir prendre ces décisions est celle-là même à qui le peuple togolais a confié sa destinée, celui-là même qui est loin de la légitimité populaire et qui prend en main la destinée de son peuple. Donc aujourd'hui, que le chef de l'État prenne les devants, c'est une bonne chose. Nous autres membres du gouvernement, qui sont ses collaborateurs, mettrons tout en œuvre de façon diligente pour que les mesures qui sont édictées soient mises en exécution le plus rapidement possible. Oui, mais ces détracteurs pensent qu'ils se mettent dans la peau de quelqu'un qui distribue des cadeaux à un peuple alors que ce peuple n'a que droit à ces mesures prises pour lutter contre la vie chère. Alors c'est une lecture, mais cette lecture, elle n'est pas fondée dans la mesure où le président de la République est dans l'action. Et lorsqu'il édicte des mesures, il ne joue que son rôle. Il n'est pas dans l'affichage. Tout le monde le retient aujourd'hui. Ces mesures sont les bienvenues. Et il me semble que le sentiment qui anime la majorité de nos compatriotes aujourd'hui, c'est beaucoup de gratitude parce que ces mesures arrivent à un moment clé, à un moment où la rentrée est très proche et à un moment où l'inflation pèse sur l'activité au quotidien de nos compatriotes. On va revenir sur ces mesures une à une pour comprendre le vrai sens de ces mesures. Et il est dit dans ce que je peux appeler l'exposé des motifs qui ont conduit à ces décisions, il est dit que ces mesures ont été prises après consultation des acteurs sociaux. Qui sont ces acteurs et quand est-ce que vous les avez consultés, monsieur le ministre? La feuille de route gouvernementale ou l'action publique depuis le début du quinquennat est inscrite sous le sceau de la concertation, du dialogue avec les populations. Et si je prends l'exemple du début de l'année 2022, diverses activités ont permis d'aller à la rencontre des populations. Et le chef de l'État lui-même, par exemple, pour des occasions heureuses comme malheureuses, s'est rendu auprès des populations pour échanger sur des situations diverses. Ce qui lui a permis de recueillir le sentiment du Togo profond. Pas plus tard que la semaine dernière, il était encore en échange avec les populations du Grand Cloto, mais en marge de ces activités qui permettent de discuter avec la population. Il y a eu par exemple la réunion du Conseil national du dialogue social où les acteurs du secteur public, parapublic et privé ont trouvé l'occasion d'échanger avec le gouvernement pour tout simplement poser sur la table les problèmes de l'heure. Donc autant
de possibilités pour aller à la rencontre de ces acteurs sociaux pour pouvoir orienter l'action et la rendre plus efficace. Là aussi le cadre des acteurs politiques. Hein. Absolument, vous faites bien de le rappeler, qui se réunit assez régulièrement et que Madame le Premier ministre d'ailleurs a eu l'occasion de rencontrer les représentants des partis politiques et à cette occasion aussi des discussions ont eu lieu. Donc c'est pour vous dire que le dialogue est la clé parce que l'on ne peut pas gouverner en marge ou en dehors du peuple. Il faut conserver ce lien permanent avec les uns et les autres afin de tirer et d'ajuster au jour le jour l'action publique. On va revenir donc, comme annoncé, sur ces mesures une à une. Je voudrais commencer par l'augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires ainsi que des pensions. Qu'est-ce que cela veut dire, une augmentation de salaire de 10% simplement? Alors, peut-être qu'il faut apporter quelques petites précisions parce que lorsqu'on parle d'une augmentation de 10% des salaires, on parle du salaire des fonctionnaires. Je crois que sur ce point-là, ou du traitement des fonctionnaires, sur ce point, on peut se comprendre. Mais, vous savez, le traitement des fonctionnaires est décomposé en deux. Il y a une partie qui est alignée sur les indices, donc la partie indiciaire, et une partie indemnitaire. La partie indiciaire, je vais l'expliquer comme ceci. Lorsque vous rentrez en poste, à votre poste, et au moment où vous rentrez, vous avez un grade et des échelons. Et au fur et à mesure que vous évoluez, votre indice change. Et en fonction de chaque indice correspond un salaire. Vous voyez? Donc c'est sur ce point-là qu'il y a eu un effort fait par le gouvernement. Les 10% vont se retrouver sur la partie indiciaire et non sur la partie indemnité qui, elle aussi, peut évoluer. D'ailleurs, je pense qu'il faut rappeler que la grille indiciaire a évolué ces dernières années. Je crois que 2013-2020, il y a eu des évolutions sur la grille indiciaire des fonctionnaires. Donc, je recommande aux uns et aux autres qui ont vu leur grille, le traitement indiciaire augmenter, de se rapprocher à leurs différents postes de celui qui a la charge de la paye pour avoir des précisions sur les augmentations dont ils vont bénéficier dès le mois prochain. L'augmentation est de 10% pour les agents publics et les retraités, alors que l'inflation, la tendance inflationniste depuis le déclenchement de la crise sanitaire, aujourd'hui dépasse les 100%. Les prix ont doublé, parfois triplé sur le marché. Alors, il ne faut pas délier l'action ou la batterie de mesures annoncées de toutes celles qui ont été annoncées. Mais sur cette question-là, je pense qu'il faut être très précis. Le gouvernement travaille au jour le jour en fonction des ressources qui restent disponibles. Ce n'est pas parce que l'on a fait une augmentation qu'il faut la faire de façon incontrôlée. Il y a des équilibres à respecter. Il s'agit de choses progressives qui se mettent en place et qui permettent de contenir l'inflation. Vous parlez de 100%, je suis surpris parce que je n'ai pas les mêmes chiffres. Mais l'objectif, c'est que en mettant bout à bout toutes les mesures qui sont prises jusqu'ici, nos compatriotes soient en mesure de contenir cette inflation. Mais n'oubliez pas, vous l'avez rappelé, le contexte. Le contexte, c'est nous sommes un petit pays qui est aujourd'hui aux prises avec une inflation qui n'est pas générée par notre économie interne, mais qui est importée. Donc nous sommes soumis à tous ces aléas. Et nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de trouver des mécanismes pour pouvoir juguler cette infraction. Et cela ne peut se faire que progressivement. Oui, justement, est-ce que le ton de ces mesures n'est pas quelque peu trop providentiel? Est-ce que vous n'auriez pas dû parler comme un Macron qui appelle à la fin de l'État-providence? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prévenir les populations qu'elles ont les difficultés les plus graves à affronter plutôt que de donner l'impression que vous pouvez régler ces problèmes de l'inflation? Je crois que chaque État fait avec les moyens dont il dispose, mais je ne pense pas que le gouvernement aujourd'hui, ou le chef de l'État en particulier, ait un ton providentiel, loin s'en faut. Il a appelé à plus de responsabilité, à plus de solidarité, à plus de travail. Et au quotidien, les différents secteurs qui sont concernés sont
aux côtés des populations pour leur dire que notre salut ne passe que par notre propre travail et que nous ne pouvons pas attendre de quelqu'un notre salut. Donc, moi, je ne partagerai pas ce point de vue. Je considère que le chef de l'État, dans son message, a été très clair. Il n'est pas parti sur un ton alarmiste, ce qui est tout à fait normal, mais il n'a pas perdu de vue la difficulté de l'heure, et c'est pour cette raison qu'il joue sur deux leviers, le travail et la solidarité. Une couche sociale a eu la part belle dans les mesures prises, les retraités qui vont avoir leur grille indiciaire augmentée de 10%. Avec une revalorisation additionnelle de 5%. Pourquoi cette singularité? Peut-être qu'il faut expliquer encore un tout petit peu cette mesure. Alors, 10% plus 5%. Les 10%, les premiers 10%, si vous voulez, constituent en réalité une mesure qui vient combler des engagements qui ont été pris de longue date vis-à-vis des retraités. Donc les 10%, les premiers 10% concernent nos retraités du public. Et à ces 10%, il faut rajouter les 5% qui vont concerner en ce moment-là et les retraités du public et les retraités du privé. Donc il y a cette précision-là à apporter tout en soulignant un élément déterminant. Notre pays s'est engagé de longue date à accompagner les seniors. Et cette mesure qui est prise et qu'il faut corréler avec d'autres qui avaient déjà été prises permettent ici de maintenir ceux-là même qui ont bâti notre pays dans une situation de dignité et de leur permettre de continuer à appuyer le développement de notre pays. Et c'est certainement l'occasion aussi de nous rappeler que nous devons de la solidarité à nos seniors. Ils nous ont fait et nous devons aussi leur rendre ce qu'ils ont fait pour notre pays. Est-ce que cette augmentation peut être en relation aussi avec l'amélioration de la situation de la Caisse nationale de sécurité sociale? On voit que l'assiette de la CNS s'élargit. Est-ce que c'est une forme de redistribution parce que la CNS se porte mieux? Alors c'est le but premier de la CNSS d'apporter cette contribution, mais je ne ferai pas la corrélation immédiatement. Il s'agit d'une mesure prise par le chef de l'État. L'amélioration du travail effectué par la CNSS est un acquis qui va se consolider. Il faut saluer d'ailleurs ici même ce travail-là. Et cette amélioration va contribuer justement à améliorer les redistributions dans le secteur. Mais à quoi correspond l'indemnité de transport pour les agents publics? C'est 10 000 francs CFA. Est-ce que c'est une mesure permanente, monsieur le ministre? D'abord, c'est une mesure additionnelle. C'est une mesure exceptionnelle, une mesure additionnelle. Et les différentes mesures qui sont prises par le chef de l'État sont des mesures qu'il faut inscrire d'abord dans un budget, le budget en cours. Alors, sur cette mesure en particulier, sa permanence n'est pas encore évoquée. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un acquis pour les bénéficiaires. Les 10 000 qui viennent se rajouter à la cagnotte des bénéficiaires doivent là aussi être lus en lien avec les mesures prises pour stabiliser les prix du carburant, du gaz notamment. Et en ce moment-là, moi, il me semble même qu'il nous faut nous poser un certain nombre de questions sur l'existence même de certaines subventions que l'on accorde sur des produits. Je vais prendre l'exemple des produits pétroliers. Aujourd'hui, l'État subventionne de façon très importante les produits pétroliers. Mais les produits pétroliers sont consommés par tous les Togolais. Si l'on veut ou si l'on souhaite que les subventions apportées aillent aux plus faibles ou aux moins nantis, certainement qu'il faut s'interroger. Puisque si vous avez une motocyclette, vous achetez le carburant au même prix que celui qui a un véhicule. Et en ce moment-là, l'idée même de redistribution peut se trouver faussée. C'est une question qu'il faut certainement commencer à se poser. Mais bon, ce qui est à l'ordre du jour, c'est 10 000 que l'on met à disposition de nos compatriotes pour pouvoir alléger la charge de leur transport. Oui, une indemnité qui va durer combien de temps? Alors pour le moment, sa durabilité n'est pas encore arrêtée. C'est une mesure innovante.
les discussions vont certainement se poursuivre sur son maintien, sa pérennisation ou pas. Donc on ne sait pas si c'est sur une année, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Pour le moment, le point n'est pas encore arrêté, mais je pense que dans les jours à venir, en fonction des éléments que le ministère de l'Économie et des Finances mettra à disposition, on pourra très rapidement préciser une durée. On va évoquer maintenant la gratification spéciale de 3 milliards par transfert monétaire direct, dites-vous, au profit des parents d'élèves pour l'achat de fournitures scolaires. Monsieur le ministre, nous sommes à une semaine de la rentrée. D'abord, comment allez-vous identifier les parents d'élèves? Vous en êtes un, certainement. Et comment ces fonds vont être transférés en une semaine pour assurer cette rentrée? Alors, vous doutez de la capacité de notre pays à pouvoir mobiliser les parents d'élèves. Et si vous le dites, moi, je suis là aussi un tout petit peu surpris. Vous savez, depuis quelques années, notre pays met en mouvement un certain nombre de process particulièrement innovants et dynamiques. Et je vais citer, par exemple, School Assure. School Assure permet d'assurer justement nos élèves. Et au moment où ces élèves-là sont enrôlés, il y a un certain nombre d'informations qui sont à la disposition du ministère des Enseignements primaires et les autres ministères qui sont concernés, qui permettent d'identifier précisément les parents d'élèves. On a d'autres mécanismes qui nous permettent de les identifier. Pour les mécanismes de transfert, on a fait l'expérience de Novici, que tout le monde connaît aujourd'hui et qui s'est avérée une expérience particulièrement fructueuse. Donc, dans l'absolu, notre pays dispose de mécanismes pour pouvoir adresser cette question. Mais, à la vérité, le ministère est déjà à pied d'œuvre pour permettre aux parents d'élèves de pouvoir être en possession de ces moyens. Et avant cela, actuellement et en cours, il y a des mesures complémentaires que le ministère des Enseignements primaires mobilise pour faciliter la rentrée des parents d'élèves. Donc je crois que là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les parents d'élèves recevront leur dû en temps et en heure parce que le travail est fait dans ce sens-là. Oui, parents d'élèves des écoles publiques ou parents d'élèves tout court? Alors aujourd'hui, le travail est réalisé sur les établissements publics, bien évidemment. Donc les parents d'élèves des écoles privées ne sont pas concernés par cette mesure? Pour le moment, nous n'avons pas les éléments précis pour pouvoir travailler sur eux. Mais ça ne fait pas un déséquilibre quand on sait que les écoles privées sont plus, comment on va dire, ont plus d'effectifs que les publics aujourd'hui? Alors le déséquilibre, vous pouvez le lire dans ce sens-là, mais les moyens qui sont mobilisés immédiatement, je vous le disais qu'il allait y avoir des mesures additionnelles en exécution des mesures primaires, les moyens qui sont disponibles immédiatement permettent de régler ce problème-là. Maintenant, sur les mesures additionnelles, la question peut se poser. Oui, mais avec ces mesures additionnées à la gratuité de l'école décrétée l'année dernière, est-ce que vous ne risquez pas de surpeupler les écoles publiques, justement? Mais au fond, vous avez les est-ce qu'il faut s'en d'accueil plaindre? pour faire... Est-ce qu'il faut s'en plaindre? Normalement. Si aujourd'hui, mais non. Si l'on a tous nos enfants qui sont scolarisés, mais c'est un bonheur pour le pays. Vous ne partagez pas mon point de vue, visiblement. Mais vous surchargez les écoles publiques. Mais les élèves c'est se la retrouvent responsabilité, 5 par banc, c'est la sans responsabilité établissement de l'État. scolaire. C'est la responsabilité de l'État que de scolariser ses enfants. Je crois que sur ce point-là, l'État prend sa responsabilité pour faire en sorte que l'école soit le lieu d'accueil du maximum possible de nos enfants. Donc là-dessus, je crois qu'il ne faudrait pas avoir d'inquiétude. C'est un challenge que l'État relèvera parce que c'est le devoir de l'État que de scolariser ses enfants. Combien recevra chaque parent? Alors pour le moment, le détail n'est pas encore précis, mais nous savons qu'aujourd'hui, avec les montants moyens qui seront redistribués, chaque parent aura la possibilité d'acheter au moins la moitié ou les 3/4 des fournitures scolaires dont les enfants auront besoin. Il est également question d'une subvention de 2,5 milliards pour l'acquisition de manuels d'écriture et de lecture pour les élèves de l'enseignement primaire, toujours public, si je ne m'abuse. Alors, mais ces documents
par expérience, arrivent souvent en retard, parfois 2 mois, 3 mois après le début de la rentrée. Alors, comment seront-ils utilisés avec un tel retard? Alors là, vous parlez de l'expérience vécue. Moi, je vais vous parler d'actualité. Vous donnez l'impression, là aussi, de ne pas lire les réformes qui sont en cours dans le secteur de l'enseignement. Nous pouvons aujourd'hui dire que les mesures sont prises pour que ces manuels soient disponibilisés à temps. À la réalité, l'acte ou l'action qui est posée vient corroborer, je le disais tout à l'heure, une série d'actions qui étaient déjà en cours. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce point-là. Les manuels seront disponibilisés. Dans les écoles privées aussi? Il y a certains manuels qui sont obligatoires pour tous les cursus, on va dire. Et sur ces manuels-là, on les rendra disponibles. En ce qui concerne la dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers de 30 milliards, comment cela va-t-il se traduire dans les faits? Doit-on s'attendre à une réduction des prix des produits pétroliers dans les jours à venir, monsieur le ministre? Alors, sur cette dotation, d'abord 2 situations qui vont être réglées par cette dotation. Premièrement, cette dotation va nous permettre d'assurer la disponibilité des stocks. Parce que l'on ne s'en rend pas compte. Le marché du pétrole, de façon générale, reste aujourd'hui un marché tendu. Et c'est un véritable challenge que d'avoir du stock. Donc, en disponibilisant ces sommes, l'on se donne les moyens pour pouvoir approvisionner notre pays et ne pas risquer la rupture. Le deuxième élément de cette subvention, c'est que nous nous donnons les moyens de pouvoir stabiliser les prix sur la durée. Donc, parler de réduction du prix dans l'immédiat est prématuré. D'abord, il nous faut assurer la disponibilité des stocks, maintenir des prix raisonnables jusqu'à ce qu'on puisse avoir une fenêtre nettement plus favorable sur le marché du pétrole. Oui, mais est-ce que vous ne courez pas un risque parce que le cours du baril peut chuter à tout moment aussi? Alors, si le cours du baril chute, c'est une excellente nouvelle. Cela voudrait dire que nous aurons non seulement de la disponibilité en termes de stock, mais aussi de la disponibilité financière. Et je peux vous garantir que les dépenses à effectuer par cette ristourne ou cette disponibilité ne seront pas à chercher très loin. Vous évoquez souvent les subventions sur les produits pétroliers, sur les denrées alimentaires, mais sur les produits pétroliers, est-ce que le gouvernement ne gagnerait pas à jouer plus de transparence pour que chacun sache comment les prix sont structurés, combien le gouvernement apporte et le prix de revient réel du carburant? Mais les prix sont parfaitement transparents. Il y a une structure des prix des produits pétroliers qui est affichée, qui est disponible. D'ailleurs, moi, je voudrais inviter à ce propos-là les uns et les autres à approcher le ministère du Commerce et de l'Industrie. Vous savez, les informations sont disponibles. Il faut simplement s'adresser aux bonnes personnes pour les obtenir. Donc, la structure du prix du pétrole est disponible. Heureusement, c'est un produit dont le prix est structuré. Et je vous le disais tout à l'heure, la question de la subvention, il faudra la poser. Il faudra la poser. Est-ce que l'on doit continuer à subventionner un tel produit? Il ne faut pas avoir peur d'affronter la question parce que, justement, une subvention a quel objectif? Une subvention, elle a l'objectif immédiat de permettre aux plus vulnérables, je le rappelle encore, de pouvoir accéder à un certain nombre de produits. Mais si la subvention ne permet pas d'atteindre cet objectif, il ne serait pas négligeable de s'interroger sur ces subventions-là. Donc, en clair, les prix actuels vont continuer à être pratiqués durant un certain temps. Pour le moment, le prix du baril n'a pas baissé drastiquement pour justifier une baisse à la pompe des produits pétroliers. Donc, je crois que les prix vont rester en l'état. Est-ce que c'est la même chose pour le gaz, puisqu'il y a une dotation additionnelle de, je pense, 7,7 milliards pour porter donc cette subvention à 9,3 milliards. Est-ce que les prix du gaz vont baisser? Je dis non. Alors, vous avez la bonne lecture de la réponse précédente. Absolument. C'est toujours le même effort. Disponibiliser le produit et également maintenir ou stabiliser les prix.
c'est le même effort qui est réalisé par le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne nous préparons pas, nous subirons des chocs. Et c'est pour éviter cela que cette dotation additionnelle est proposée. Donc vous voyez bien que le gaz reste subventionné, pas sur le même mécanisme que les produits pétroliers, mais le gaz reste subventionné à plus de 100 francs le kilogramme. Poursuite de l'application des mesures fiscales prises en faveur du secteur privé dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Rappelez-nous ces mesures d'abord. Alors il y en a une batterie, rappelez-vous, on avait pris des mesures en début d'exercice, notamment sur, par exemple, la TVA à l'importation d'un certain nombre de produits, des matériels agricoles, des matériels de santé notamment. On avait suspendu les pénalités sur le paiement des impôts, exonéré de TVA un certain nombre de produits également. Le gouvernement ne laisse personne sur le bord de la route. Il faut véritablement le rappeler. Il y a un travail qui est fait en direction de toutes les couches de notre pays. Et la lecture que nous devrions avoir doit rester une lecture globale, pas une lecture sectorielle. Mais le constat qui se fait généralement, c'est que ceux à qui profitent ces mesures fiscales ne répercutent pas les prix sur le produit final. Donc, est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que vous avez un mécanisme de contrôle pour qu'on sache enfin que ces mesures que vous prenez profitent au consommateur final? Les mesures qui avaient été prises, notamment pour soutenir la consommation, par exemple sur la fixation des produits qui étaient des produits de chez nous, les céréales notamment, sur le prix de certains produits importés, le lait, la tomate concentrée, etc., ont fait l'objet de suivi par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et un numéro vert a été proposé pour pouvoir faire ce suivi-là, justement. Il y a eu des dérapages qui ont été identifiés et qui ont été sanctionnés. Mais je crois que là aussi, il nous faut être extrêmement vigilants sur le comportement de certains de nos compatriotes. L'État ne peut pas mettre un gendarme derrière tous les commerçants. Ça, c'est un fait. Les contrôles qui sont effectués se font de façon intensive, mais ne suffiront pas à juguler cette spéculation que certains de nos compatriotes peuvent faire. Donc, l'État ne peut qu'en appeler justement à cet esprit de patriotisme, de solidarité aussi, pour que les uns et les autres ne profitent pas de ces situations-là pour mettre en péril toutes les actions qui sont proposées afin de juguler cette situation qui est particulièrement éreintante pour nous toutes. Mais certains allègements fiscaux peuvent être plus visibles et bénéficier à tout le monde. Par exemple, les taxes sur les véhicules à moteur ou les péages, vous pouvez les baisser ou les supprimer pour un temps. Là, tout le monde constatera. Dans la répartition des actions, les transporteurs, par exemple, ont bénéficié justement de la suspension de la TVM. Ils ont bénéficié pour certains types de véhicules sur la réduction des frais de péage. Donc vous voyez bien que l'idée ou l'objectif, c'est de cibler les actions, de faire en sorte que les actions atteignent les meilleurs bénéficiaires, entre guillemets, c'est-à-dire ceux pour qui l'action aura un peu plus de pertinence, ceux pour qui l'action donnera un véritable coup de main. On va évoquer la subvention sur l'engrais, subvention de 6 milliards pour porter finalement cette dotation à 7,5 milliards. Mais comment s'assurer que l'engrais subventionné aille aux bénéficiaires réels? Parce que c'est le vrai challenge. Déjà sur la subvention, il me semble que c'est un geste fort qui marque une fois encore le poids que l'agriculture a dans notre économie et également du soin qu'il y a à apporter à nos agriculteurs parce que c'est eux qui nous nourrissent au quotidien. Mais depuis l'année dernière, notamment d'ailleurs sur les engrais, l'idée aujourd'hui c'est de faire en sorte d'anticiper la saison à venir. Il ne faut pas le perdre de vue, de pouvoir faire les stocks nécessaires pour ne pas subir les fluctuations sur le marché, les ruptures éventuelles sur le marché. Maintenant, pour la distribution, un nouveau mécanisme est en place depuis un moment pour assurer la distribution
des sacs d'engrais aux bénéficiaires. Et en droite ligne avec ce qui est réalisé au ministère du Commerce en termes de suivi, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une évaporation de nos sacs d'engrais vers l'extérieur. Donc, les cantonaux, par exemple, sont mis à contribution pour identifier précisément les agriculteurs de la localité afin que ceux-là puissent être servis en engrais. Donc, vous voyez bien, cela peut entraîner peut-être des ralentissements, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que un sac d'engrais vendu soit utilisé sur le sol togolais. Il reste quelques mesures que nous allons aborder, mais quand on analyse globalement les décisions prises vendredi dernier, on a l'impression que les mesures font la part belle aux agents publics qui ne représentent qu'environ 1% de la population du Togo. C'est faible, monsieur le ministre. Alors, vous parlez des mesures qui ont été prises la semaine dernière. En fait, c'est un biais. C'est un biais qui, malheureusement, il faut déconstruire. Il faut absolument déconstruire ce biais-là. D'abord, sur ces mesures, moi, je me semble que le sentiment que l'on doit avoir, c'est un sentiment de gratitude, parce que l'on a avancé. Mais il faut lire ces mesures une à une. Il me semble que, alors, non seulement il faut les lire une à une, mais il faut les mettre en relation avec toutes les mesures qui sont prises, qui étaient prises. Si je prends exclusivement l'année 2022. Toutes les couches de notre population ont été touchées. Je vais les prendre. Les élèves ont été touchés. La gratuité de la scolarité a été maintenue, entre autres. Je prends les commerçantes notamment. Les commerçantes ont vu les droits de ticket, par exemple, se sont vus exonérés de droits de ticket à un moment donné. Les acteurs du secteur informel, tous ceux qui ont eu à emprunter auprès du Fonds national de finances inclusives, ont vu les taux d'intérêt baisser de 2 points ou de 4 points. Les transporteurs, je parlais tout à l'heure de la TVM, j'ai parlé également des frais de péage, les fonctionnaires, les agents du secteur privé, les retraités. Donc, je pense que la lecture que l'on a immédiatement est une lecture qui est biaisée. Il faut avoir une lecture globale. Sur les 10 dernières mesures qui viennent d'être annoncées, c'est pareil lorsqu'on parle de l'appui qui va être apporté aux parents d'élèves. Ce sont nos frères et nos sœurs et nos enfants qui sont concernés. Les fonctionnaires, c'est des Togolais comme nous tous. Les retraités, les agents sur les consommateurs d'ailleurs. Lorsqu'on stabilise les prix des denrées alimentaires, ce sont les consommateurs togolais, vous et moi. Donc, je suis convaincu que la lecture qui consiste à dire que les mesures sont orientées vers les fonctionnaires est une lecture qui est biaisée. Est-ce que les mesures les plus visibles, les plus concrètes, c'est l'augmentation de la grille indiciaire et les déplacements pour les uns, et pour ceux du privé, rien. Ils n'ont reçu que des promesses. En ce qui concerne, par exemple, le secteur privé, le président exhorte le gouvernement à veiller à l'accélération et à l'aboutissement rapide des discussions avec les partenaires sociaux et du secteur privé en vue de la révalorisation du SMIG. Alors, du concret pour les uns et exhortation pour les autres. Les salariés du secteur privé sont aussi dans le concret. Lorsqu'on stabilise le prix des produits pétroliers, on est dans le concret. Lorsqu'on maintient le prix d'un certain nombre de denrées à un niveau supportable, on est dans le concret pour les privés. Mais, attention, je suis d'accord avec vous lorsque vous indiquez que leur salaire n'a pas changé puisque n'a pas fait l'objet d'annonces. Ce qui est normal puisqu'ils sont dans le privé. Et l'État ne peut pas fixer unilatéralement les salaires dans le secteur privé. L'État exhorte fortement les acteurs du secteur privé à se retrouver pour pouvoir faire évoluer le SMIC. Et aujourd'hui, d'ores et déjà, il y a eu des signaux de part et d'autre qui nous permettent d'avoir bon espoir que cela va se réaliser. D'ailleurs, lorsque vous échangez avec les acteurs du secteur, ils sont prompts à vous dire qu'aucun de leurs agents n'est payé à 35 000 et que leurs agents sont payés à plus de 35 000. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais qui sont en dessous du SMIC aujourd'hui. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est de saisir la balle au bond et continuer à négocier avec les différents représentants du secteur pour que le SMIC soit revalorisé. Mais attention aussi, moi, je pense que dans notre pays, souvent, on a la comparaison facile. On a la comparaison facile et dans la comparaison, il faut aller jusqu'au bout.
Notre pays fait la politique de ses moyens et l'assume complètement. Et il n'y a pas d'effet d'annonce. Le gouvernement ne peut pas dire aujourd'hui que, avec le secteur privé, tout est réglé et que ça va se faire. Le gouvernement dit que des actions sont en vue pour permettre cette revalorisation. Mais est-ce que vous avez les moyens pour faire appliquer le SMIC aujourd'hui en l'état actuel, 35 000 francs CFA? Est-ce que l'État a les moyens? Le SMIC, c'est le salaire minimum, n'est-ce pas, interprofessionnel garanti. C'est un montant légal. Si vous travaillez et que vous n'êtes pas payé à minima sur cette somme, ce sont des voies judiciaires qui vous sont ouvertes. Maintenant, vous allez certainement me dire, tout le monde ne peut pas accéder au juge. Bon, dans certaines localités, il a été mis à disposition des maisons de justice pour pouvoir avancer dans ce sens-là. L'État fait en sorte que notre secteur privé soit un secteur fort, parce que le public exclusivement ne pourra pas régler les difficultés. Le public a besoin du privé pour régler les difficultés. C'est l'une des raisons justement pour lesquelles l'on doit continuer à discuter avec ce secteur-là pour qu'il accompagne les actions menées par le secteur public. Est-ce que les entreprises privées ont aujourd'hui les moyens pour augmenter les salaires, pour porter plus haut le SMIC, ces entreprises qui ont été saignées par la crise du coronavirus et ensuite par la crise Ukraine-Russie? Alors, je ne peux pas parler à la place des entreprises privées, mais ce que je sais, c'est que les conditions pour pouvoir installer une structure dans notre pays, les conditions se sont nettement améliorées. Et comme je le disais tout à l'heure, l'État fait en sorte que le secteur privé soit prospère. Donc, les discussions ne peuvent que se faire. Et c'est au privé maintenant de dire ce qu'il y a lieu ou ce qu'il faut faire pour que les conditions de travail de leurs salariés soient améliorées. Vous savez que la première ressource dans une entreprise, c'est la ressource humaine. Donc, si vous avez une ressource humaine de qualité qui est bien payée, votre productivité va mécaniquement augmenter. C'est dans ce sens-là que nous souhaitons aller. Beaucoup s'attendaient à des mesures visant la réduction du train de vie de l'État. Le chef de l'État n'aurait-il pas dû prendre des mesures symboliques de ce genre? Moi, je dirais non. Ah bon? Oui, absolument. Pourquoi? Parce que le chef de l'État n'est pas dans les symboles. Les symboles n'ont pas d'effet immédiat dans la vie au quotidien des uns et des autres. Le chef de l'État est dans une action qui permet de régler les problèmes. Si l'on s'en tient aux symboles, on n'a pas les résultats. Effet psychologique peut-être, mais pas plus. Sur le train de vie de l'État, je peux vous en toucher deux mots. L'année dernière, moins 18% des budgets. Cette année, année en cours, moins 5% des budgets à venir. Le train de vie de l'État est en réduction permanente. Et ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. C'est une absolue réalité. Donc, je peux vous rassurer là-dessus. Peut-être qu'il n'y a pas tintamarre ou il n'y a pas bruit de son de cloche sur ces éléments particuliers. Il y a eu réduction du salaire des ministres, par exemple. Comment? Ailleurs, il y a eu réduction des salaires des membres du gouvernement. Donc, vous êtes dans l'ordre du symbole, alors. Et je vous le dis encore, le symbole, ce n'est pas la clé. Ce sont des actions qui permettent de régler les difficultés. Alors, les mesures prises sont d'ordre conjoncturel, alors que beaucoup estiment que la solution à cette crise se trouve dans la restructuration de l'économie pour la rendre plus compétitive et moins dépendante de l'extérieur. Sur ce plan-là, on n'a rien vu dans les mesures annoncées. Vous n'avez peut-être rien vu immédiatement parce que justement on est sur du vécu ou sur quelque chose qui s'expérimente déjà. Lorsque vous prenez le plan national de développement de notre pays, désormais configuré en feuille de route gouvernementale, notre économie est en train de se moderniser justement pour pouvoir répondre à ce défi qui nous est imposé. Notre pays n'a pas attendu la crise ukrainienne pour se réorienter. Et on l'a vu, nous avons développé des champions locaux sur la base de projets. Si l'on dit aujourd'hui et que l'on affirme que notre port est un port en eau profonde qui est en concurrence avec les ports de la sous-région,
oui, nous comptons sur nos forces, les forces de notre économie. Si il a été mis en place la plateforme industrielle d'Adeti Copé, et là-dessus, il faut le souligner, le temps record dans lequel cette plateforme a été mise en place et le moment où cette plateforme a été mise en place, c'est-à-dire en pleine Covid. Alors les économistes parleront d'investissement contracyclique parce que pendant la crise, les gens épargnent, ils n'investissent pas. Donc c'est un choix fort du chef de l'État de faire en sorte que la restructuration de notre économie puisse nous permettre de pouvoir insister sur nos forces. Nous sommes numéro 1 en production de soja biologique. Et là-dessus, si vous regardez le parcours de la filière, vous verrez bien que ce sont des choix. L'on a investi sur des champions locaux, on les a suivis et on leur a donné le moyen de pouvoir prospérer. D'ailleurs, les premiers t-shirts fabriqués au Togo ont commencé à sortir de la plateforme industrielle d'Adeti Copé. C'est quelque chose d'important. Dans la formation du gouvernement, il y a désormais un ministère, il y avait déjà, mais on a insisté sur la consommation locale. Pour pouvoir consommer local, il faut produire local. Donc vous voyez bien que la boucle se boucle justement sur cette volonté de faire en sorte que le tropisme extérieur dont pouvait souffrir notre économie puisse se résorber progressivement. Et justement, cela ne va pas se faire de façon automatique, cela va se faire progressivement. Mais est-ce qu'il n'y a pas moins cher et plus urgent à faire, notamment le changement des mentalités par le partage de la vision que vous devez porter sur le plan économique, aider les citoyens à changer de mentalité? Oui, je pense que vous jouez un rôle d'ailleurs très important dans ce changement de mentalité et là-dessus, je partage votre point de vue. Nous devons tous changer de mentalité. Nous devons tous changer de mentalité. Moi, par exemple, je serais à l'aise de penser que chaque Togolais qui a un lot de terrain puisse avoir un petit potager chez lui. Je serais à l'aise si chaque Togolais a une consommation raisonnée ou raisonnable de l'énergie électrique. Je serais à l'aise si chaque Togolais pense que lorsqu'on a des voies de circulation, des infrastructures routières qui sont construites, il faut les entretenir. Il ne faut pas s'installer sur les trottoirs pour éjecter les piétons des passages. Il ne faut pas encombrer de façon anarchique les voies de circulation. La pollution, parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on est sur ces créneaux-là, on a l'impression qu'on n'est pas concerné. Depuis de longues années, l'on parle de l'engorgement de nos caniveaux. Ceux qui jettent les ordures dans les caniveaux ne viennent pas de l'extérieur. Ce sont nous-mêmes, nos compatriotes. Et ces petits gestes-là permettent à l'État d'économiser de l'argent qu'il peut investir ailleurs. Parce que vous le verrez, chaque trimestre ou en tout cas de façon très régulière, ces caniveaux, par exemple, sont à récurer. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a un changement de mentalité à avoir dans notre consommation. Nos jeunes frères ont investi de l'énergie, de l'argent pour produire localement. Il faut les accompagner par notre consommation. Dans notre vie de tous les jours, par notre civisme aussi, il nous faut être très près de ce qui est dicté par le code de la route, par exemple, parce que lorsque vous avez un accident de la circulation, c'est de l'argent dépensé. Vous voyez? Donc, c'est vrai, il y a un travail à faire, il est fait, il faut l'amplifier. Oui, mais justement, il me semble que la balle est dans votre camp en tant que ministre en charge de la communication et des médias. Je ne la refuse pas et je pense que nous essayons aujourd'hui très modestement à investir tous les créneaux de communication et les Togolais peuvent en porter témoignage. Les informations qui sont utiles à nos compatriotes sont disponibles sur ces différents créneaux. Tout n'est pas rose et tout est en construction. Donc nous continuerons à œuvrer dans ce sens-là. Mais si je prends un petit exemple, la consommation du pain à partir du blé qui est importé aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas éduquer les citoyens à consommer autrement? Et les produits de substitution, les céréales, manioc, etc., quelles sont les initiatives précises que vous avez prises, par exemple, pour accompagner ce secteur, la production de ces céréales? La première action, elle est sur la subvention du blé. Et la seconde, au lieu de subventionner le blé, est-ce que vous ne pouvez pas arrêter la subvention? Oui, et pourquoi pour la porter vers la production du manioc, par exemple? Le manioc est accompagné par divers projets sur la farine de blé notamment. Alors,
depuis quelques mois, un certain nombre de boulangers est formé sur de nouvelles techniques justement de production de pain, de pâtisserie, en utilisant des farines qui sont tirées de nos céréales locales. Et ça, c'est une action qu'accompagne le gouvernement. Et on ne peut pas, personne ne pourra me dire le contraire. Sur la production elle-même, sur la farine, sur le manioc par exemple, lorsque vous allez à Takpamé, il y a une unité de transformation du manioc. Une unité de transformation du manioc. Alors ailleurs aussi, il y en a, surtout dans la région maritime. Cette unité de transformation a créé toute une filière autour de la transformation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans cette localité, les agriculteurs qui produisent le manioc, notamment, ont la garantie de voir leurs produits achetés. C'est-à-dire que soit on récupère la peau, on récupère le tubercule lui-même, on transforme, on conserve et on exporte. Voyez ? Donc, aujourd'hui, il y a des actions importantes que le gouvernement mène et sur lesquelles le gouvernement communique par ailleurs. Donc, petit à petit, ces actions mises bout à bout nous permettront à terme, sans doute, de pouvoir atteindre ce niveau de consommation locale important qui renforcera notre économie. Et pour terminer cette première partie, le chef de l'État a appelé à la solidarité durant cette période. Qu'est-ce qu'il appelle solidarité, de la part de qui? La solidarité, c'est votre solidarité vis-à-vis de moi, par exemple, votre solidarité vis-à-vis de tous nos compatriotes. En fait, l'idée ici, c'est très simple. Lorsqu'on dit l'on doit être solidaire, c'est notre capacité à pouvoir accepter que le trop ou le plus que nous avons puisse être mis à la disposition de celui qui n'en a pas. Tous nos compatriotes doivent être concernés par la redistribution des biens de l'État. Et ce n'est pas parce que l'État seul ne peut pas régler cette difficulté. C'est déjà dans la cellule familiale qu'il nous faut être extrêmement solidaires. En sortant de la cellule familiale, il faut être solidaire. Et pourquoi il faut être solidaire? Le contexte l'impose. Nous sommes dans un contexte qui est extrêmement tendu. Et à partir de là, il ne serait pas juste de laisser l'un de nos compatriotes sur le bord du chemin. Solidarité et responsabilité. Les téléspectateurs nous diront ce qu'ils pensent donc de ces mesures dans la seconde partie de New World Forum. Mais tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne préférée. À tout de suite.